On a commencé ce petit cycle de vidéos sur l'abstraction au tout début du XXe siècle et on le termine par une artiste très très actuelle, bien que ça y est, on ne puisse plus officiellement l'appeler une jeune artiste, puisque Julie Mehretu est en ce moment exposée au LACMA de Los Angeles, qui lui consacre donc une mid-career retrospective, donc une exposition rétrospective de moitié de carrière. Ce qui est évidemment un grand honneur. J'imagine que pour n'importe quel artiste, quand un musée d'envergure internationale propose une exposition, une rétrospective, alors qu'on est encore vivant, c'est le signe qu'on a définitivement réussi. Mais j'ai toujours trouvé ce terme, rétrospective de moitié de carrière, absolument pas glamour, et je me demande toujours ce que ça fait aux artistes quand ils passent du stade de jeune artiste ou d'artiste émergent à artiste en milieu de carrière. Donc aujourd'hui, on parle d'une artiste en milieu de carrière, Julie Mehretu. Elle est née en Éthiopie en 1970. Son père est professeur de géographie politique, il est éthiopien lui-même. Sa mère, elle est professeure dans le réseau d'écoles Montessori et c'est une blanche américaine. Le couple avait prévu d'élever ses 3 enfants en Éthiopie. Et en fait, à l'époque, l'Éthiopie était dirigée par Haïlé Sélassié, qui est par l'empereur, le Négus Haïlé Sélassié, qui a inspiré la création du mouvement Rastafari. Haïlé Sélassié, c'est vraiment une forme de messie noire pour ce mouvement. Et l'Éthiopie, une terre extrêmement importante, puisque c'est notamment le seul royaume africain qui a résisté au colonialisme européen. Donc c'est dans ce contexte que Julie Mehretu naît et qu'elle devait grandir, sauf qu'en 1974, il y a une révolution populaire et très rapidement, en fait, une junte militaire va s'emparer du pouvoir. Le régime va très vite se transformer en une dictature et la famille de Julie Mehretu va devoir fuir l'Éthiopie pour s'exiler aux États-Unis. J'insiste un peu sur ce petit point histoire de l'Éthiopie, puisque Julie Mehretu dit elle-même que c'est un événement qui a eu énormément d'importance dans sa vie, évidemment, qui est constitutif de son identité, de ce qu'elle est, et qu'il est important de le connaître pour comprendre d'où elle vient, d'où elle parle et sur quoi portent toutes ses recherches, toutes ses préoccupations. Donc Julie Mehretu et toute sa famille arrivent donc en 1976 au Michigan, donc au nord des États-Unis. C'est là où elle va passer toute son enfance, c'est là où elle va étudier. Pendant ses études, elle dit qu'elle savait absolument pas ce qu'elle allait faire de sa vie, jusqu'au moment où elle a décidé de faire un échange universitaire à Dakar, au Sénégal. Elle y a passé 1 an. C'est une année qui est hyper importante pour elle, puisque c'est le moment où elle a compris qu'elle devait devenir artiste pour trouver un moyen d'exprimer sa vision du monde, ses interrogations sur le monde. Donc ça, c'était au début des années 90, et depuis, elle a effectivement travaillé à développer ce langage plastique, donc cette façon d'exprimer toute la beauté, la complexité, l'incertitude de notre époque, de notre monde. Et ça a plutôt très bien fonctionné, puisque comme je vous l'ai dit, elle est maintenant une mid-career artist, donc une artiste qui a le droit à des rétrospectives de son travail dans des musées d'envergure internationale, et puis elle est représentée par les meilleures galeries du monde, et ses œuvres se vendent extrêmement cher sur le marché. L'année dernière, il y a notamment une de ses œuvres qui s'est vendue 5,6 millions de dollars, donc elle fait clairement partie des artistes les plus chers du marché de l'art. Julie Mehretu, je trouve que c'est un modèle hyper positif, un espoir pour l'avenir du monde de l'art, même si son profil reste quand même totalement exceptionnel parmi les artistes qui ont énormément de succès encore aujourd'hui. En fait, c'est une femme noire, lesbienne et mère de 2 enfants. Elle contribue donc à normaliser toutes ces différentes facettes de son profil, à normaliser le fait d'être une femme, à normaliser le fait d'être noire, d'être homosexuelle, d'être mère et de pouvoir avoir du succès sur le marché de l'art. Cependant, elle a beaucoup souligné en interview le fait que justement, il y ait beaucoup de critiques aux États-Unis qui lui reprochent le fait de pas assez frontalement aborder cette identité, puisque en fait, comme je vous l'ai dit, elle cherche à trouver un langage plastique, une façon d'exprimer ce qu'est notre monde aujourd'hui dans toute sa complexité. C'est vrai que ça peut paraître bizarre d'utiliser la peinture abstraite pour représenter notre réalité, le monde qui nous entoure. Mais en fait, si on y pense, notre monde, il est fait d'énormément de choses invisibles, ne serait-ce que le coronavirus ou les ondes qui nous ont permis de communiquer avec nos proches pendant le confinement. Il est fait de flux invisibles, de flux d'argent, de flux de communication. Et en fait, quand on regarde les œuvres de Julie Mehretu, quand on les observe de loin, c'est ce qu'on voit en premier. En fait, ces œuvres, elles ressemblent à des espèces de cartes qui montreraient des échanges entre un territoire et un autre. Sauf qu'en fait, les œuvres de Julie Mehretu, c'est des œuvres qui sont souvent
gigantesques. La plus grande fait 24 mètres de long, donc ça fait la taille d'un immeuble haussmannien, un immeuble de 6 étages, donc gigantesque. Et en fait, quand on s'approche de plus près, on se rend compte que malgré une composition qui paraît jamais hyper lourdingue, en fait, ces œuvres, elles sont faites de couches et de couches et de couches de dessins qui sont superposés. Parmi ces couches de dessins, il y a souvent une première couche qui est absolument pas abstraite, qui est faite en fait de dessins architecturaux, donc extrêmement précis, par-dessus lesquels elle retrace par exemple des cartes de vol aérien ou des flux migratoires, des drapeaux nationaux qui sont décomposés, et encore par-dessus ces différentes couches, on a toujours cette dernière couche qui est faite de signes calligraphiques mystérieux, improvisés, qu'elle trace spontanément sur la toile, puis qu'elle efface, qu'elle retrace, et qui sont comme une écriture de ses sentiments. Et pour moi, c'est une façon extrêmement juste de dépeindre la vie et surtout la vie urbaine. Vraiment un réseau de sentiments, d'images, vraiment intriqué, hyper complexe à décrire. Et finalement, c'est ce que représentent les œuvres de Julie Meyretout. La complexité de l'expérience de vivre, de toutes ces images, de toutes ces informations qui se superposent. C'est vraiment une peinture qui représente une époque désorientée, pleine d'espoir, mais aussi d'angoisse et d'incertitude. C'est vraiment une peinture qui demande à ce qu'on la regarde longtemps. On saisit d'abord une image, mais en fait plus on se rapproche, plus on regarde, on découvre de nouveaux détails, on peut vraiment se perdre dans ces compositions hyper complexes. C'est vraiment une peinture qui dépeint la vitesse et la complexité de notre monde, mais qui demande au contraire qu'on prenne le temps pour la regarder. Et elle demande qu'on prenne le temps pour la regarder, elle demande aussi énormément de temps à faire, puisque Julie Meyretout ne peint en moyenne qu'entre 8 et 10 œuvres par an, les meilleures années. Certaines de ces œuvres qui sont tellement grandes et qui demandent tellement de recherche qu'elles prennent un an à être produites. Sa plus grande œuvre, celle dont on a déjà parlé, qui fait donc la taille d'un immeuble de 6 étages, a demandé 2 ans de réalisation. En fait, il s'agissait d'une histoire du capitalisme. Et en fait, cette œuvre, qui est donc un de ses chefs-d'œuvre, elle a été commandée en 2007, juste avant la crise financière, par une grande banque, Goldman Sachs. Et évidemment, c'est une commande qui a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'elle est extrêmement représentative du problème des commanditaires de l'art, qui est un problème qui existe depuis la Renaissance, hyper représentatif du fait que en fait, les artistes, en tout cas les artistes qui sont connus dans notre histoire de l'art, ont toujours été au service du pouvoir, ont toujours travaillé pour le pouvoir. Donc sa peinture continue à évoluer évidemment. Après cette œuvre pour Goldman Sachs, il y a eu une rupture assez nette. Jusque-là, sa peinture était quand même beaucoup plus légère, beaucoup plus dansante, beaucoup plus vive dans ses couleurs. Et en fait, petit à petit, ces œuvres vont se vider de ces couleurs. Son abstraction va aussi se faire de moins en moins géométrique, de plus en plus intuitive, spontanée. Le grand chef-d'œuvre, à mon avis, de cette période, c'est une œuvre en 4 parties qu'elle a fait entre 2011 et 2013 et qui s'appelle Mogama. Mogama, en fait, c'est le nom du gigantesque bâtiment qui est le long de la place Tahrir, au Caire, donc. Un gigantesque bâtiment administratif qui a été construit à la place de tout un quartier colonial qui a été détruit quand les Anglais sont partis et qui est donc un des symboles du pouvoir en Égypte. On voit les bâtiments coloniaux qui sont extrêmement précisément dessinés puis qu'elle a effacés, mais dont on voit encore la trace fantôme. Et en fait, c'est surtout une série sur l'espace public comme un espace de lutte. Puisque ces œuvres, elles ont donc été créées au moment du printemps arabe, il y a donc cette fameuse place Tahrir, mais aussi d'autres places qui émergent des différents tableaux. Donc il y a la place Meskel d'Addis Abeba, qui est la place sur laquelle a commencé la révolution éthiopienne. Il y a aussi notamment le parc Zuccotti à Wall Street, qui est donc l'endroit où est né le mouvement Occupy Wall Street. Ces différents lieux de contestation, ils sont liés par donc ces flux abstraits de population, de capitaux, ces dessins à moitié effacés qui sont les fantômes du colonialisme, par ces flux d'argent, ces flux de capitaux, ces flux de population, de migration. Et donc elle crée un lien complexe, incomplet entre les différents mouvements de soulèvement à travers le monde et à travers les périodes. Et enfin, le dernier changement majeur dans son travail, il correspond au moment de l'élection de Trump. Et en fait, dans ses œuvres depuis, les couleurs sont réapparues, mais elles sont réapparues de façon totalement différente des œuvres précédentes où elles étaient très vives, très joyeuses. Là, ce sont des couleurs qui sont extrêmement violentes, qui sont beaucoup moins harmonieuses qu'avant. Et en fait, elles viennent de photos qu'elle trouve sur les réseaux sociaux ou dans la presse, photos de violences policières, des photos de bombardements américains sur des civils, des photos de camps de migrants, des photos de gigantesques incendies.
Ce sont des photos qu'elle va récupérer, qu'elle va flouter et qu'elle va imprimer directement sur la toile. Donc c'est vraiment le fond de ses œuvres. Il y a encore le fantôme du contenu de ces photos, il y a encore la violence et la saturation des couleurs, et par-dessus, elle crée des compositions qui sont plus du tout aussi géométriques qu'avant, il n'y a plus du tout ces jolies courbes, ces jolies lignes droites, des compositions qui étaient complexes mais extrêmement dansantes et presque joyeuses. Non, là on en vient vraiment à des signes qui sont comme tremblants de colère, et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, avant, quand elle traçait un trait, elle savait qu'elle ne l'effacerait pas, elle savait qu'il ferait partie de la composition et que quasiment toutes ses compositions étaient prévues d'avance. Aujourd'hui, quand elle s'attaque à une œuvre, ses traits sont faits de façon extrêmement impulsive et elle en efface 80%. On en voit encore beaucoup qui constituent les couches inférieures de la composition, mais c'est donc une peinture plus que jamais de l'incertitude. La notion d'espoir a, à mon avis, un peu disparu de son travail pour laisser place à toujours plus d'incertitude et toujours plus de violence. Voilà, à ce stade, vous avez une bonne vision du travail de Julie Meyretout et de son évolution. Et je voulais finir aussi par un merci exceptionnel. Le nombre de partages pour les dernières vidéos ont été complètement fous. Et c'est vraiment en fait comme ça que mon travail est découvert par de nouvelles personnes. Donc merci, merci, merci de jouer le jeu et dès que ça vous plaît, partager mes vidéos, puisque c'est vraiment grâce à ça que c'est en train de un peu prendre de l'ampleur et de me donner de nouvelles perspectives. Donc j'espère que ça va continuer, j'espère que ça va continuer à vous plaire, j'espère que vous allez continuer à partager autant parce que c'est un peu dingue quoi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau petit cycle, puisque on n'est pas encore en vacances, donc je vous accompagne jusqu'à la fin du mois de juillet. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste femme.